La réponse de la France au réchauffement climatique progresse, mais reste insuffisante. C'est le constat sans appel que fait le Haut Conseil pour le climat, organe indépendant créé en novembre 2018 par Emmanuel Macron. Ces 13 membres, qui ont été choisis pour leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine du climat, appellent à un sursaut de l'action climatique en France dans leur 4e rapport annuel. Un rapport qui est devenu une référence pour analyser la politique climatique du gouvernement. Et cette année, il est très clair et pointe des risques majeurs de ne pas atteindre les objectifs fixés par la France pour la réduction des gaz à effet de serre. Or, les impacts du dérèglement climatique s'aggravent un peu plus chaque année, avec des conséquences déjà très concrètes. En témoignent les derniers mois entre la sécheresse, le manque d'eau, les pertes de récoltes, la canicule précoce, etc. Selon les projections de Météo France, les épisodes de chaleur de ce type devraient être plus nombreux et durer plus longtemps à l'avenir. Il va donc falloir apprendre à vivre avec. Face à cela, le HCC conseille au gouvernement de donner la priorité à la sobriété, au déploiement des énergies renouvelables et à l'évolution des pratiques agricoles et alimentaires. Rappelons ici que le nouveau gouvernement a promis de mettre l'écologie au cœur de sa politique. Alors, en quoi la France est-elle en retard ? Quelles pourraient en être les conséquences et comment changer de trajectoire ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec mon invitée Corinne Lequeret, présidente du Haut Conseil pour le climat. Corinne Lequeret, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes climatologue, présidente du Haut Conseil pour le climat et co-autrice du GIEC, mais vous êtes aussi professeure en sciences du changement climatique à l'université d'East Anglia, où vous dirigez un groupe de recherche sur les émissions et les puits de carbone. Et vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences du Royaume-Uni. Vous siégez au sein du Climate Change Committee, qui conseille le gouvernement britannique sur ses politiques climatiques. Alors, avant de commencer pour vraiment aller dans le détail de ce 4e rapport du Haut Conseil pour le climat, j'aimerais revenir avec vous sur ce qu'est le Haut Conseil pour le climat, parce que c'est une instance qui n'est pas très très connue du grand public. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands rôles de ce Haut Conseil pour le climat qui a été mis en place en novembre 2018 par Emmanuel Macron ? Oui, tout à fait, merci. Donc, le Haut Conseil pour le climat, c'est une instance indépendante qui a été mise en place par le gouvernement, mais pour porter un regard indépendant sur la politique climatique du gouvernement. Donc, le Haut Conseil pour le climat est chargé chaque année de faire un rapport qui évalue où est-ce qu'on en est par rapport à la politique climatique du gouvernement? Est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance pas? Est-ce qu'on est au bon niveau? Et de faire des recommandations. Et la spécificité du Haut Conseil pour le climat, c'est que le gouvernement s'est engagé dans la loi à répondre au rapport du Haut Conseil 6 mois après leur parution. Donc, le gouvernement doit répondre au rapport. S'il y a eu des critiques par rapport au niveau, le gouvernement doit dire comment il fait pour répondre à ces critiques, pour mettre en place des politiques pour avancer plus vite. Et du coup, ça fait un cercle vertueux annuel qui permet, on pense, on l'espère, de faire remonter le niveau de l'effort. Alors justement, il y a eu donc 2 condamnations de l'État pour inaction climatique, dont les conclusions se sont beaucoup basées sur vos rapports. Est-ce que vous avez l'impression jusqu'alors que le gouvernement a tenu compte de vos recommandations ? Oui, tout à fait. On voit dans l'avancée, dans l'évolution des politiques du gouvernement, plusieurs de nos recommandations qui sont prises en compte. Par exemple, la recommandation la plus importante qui était de faire remonter les décisions par rapport au climat sous la responsabilité du premier ministre. Et là, c'est fait. Du coup, c'est la première ministre qui est responsable de l'action climatique et qui a, du coup, son équipe. Donc, elle peut faire les arbitrages. Ça fait vraiment remonter la décision très, très haut au sein du gouvernement. Et pourtant, les conclusions de votre rapport disent que même si les efforts progressent, ils ne sont pas suffisants. Vous appelez un sursaut climatique et on voit que les années passent et vos rapports traduisent quand même une certaine inquiétude qui ne faiblit pas au fur et à mesure de vos rapports. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur l'action climatique de la France ? Donc, le constat principal qu'on fait, c'est qu'il y a eu des avancées par rapport à la réponse de la France au réchauffement climatique, mais en fait, on n'est pas encore au bon niveau. On n'est pas au bon niveau, déjà, parce que les impacts climatiques s'intensifient très, très rapidement. Donc, on a un besoin naturel d'accélérer vu l'avancée des impacts. Et 2, parce qu'on a des connaissances plus fines par rapport aux actions que l'on doit mettre en place. On a un relèvement des objectifs climatiques en Europe et au niveau mondial qui doit se faire à l'horizon 2030. Et donc, du coup, on a besoin de s'appuyer sur les avancées qui ont été faites pour aller beaucoup plus vite.
Si on parle en termes de chiffres, donc les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 6,4% en 2021 par rapport à 2020. C'était aussi lié à la reprise post-Covid, puisque souvent aussi le gouvernement a mis dans son bilan ces réductions des émissions qui étaient liées au Covid, donc qui étaient conjoncturelles. Il y a quand même une bonne nouvelle, puisque vous dites que dans tous les grands secteurs émetteurs, il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais cette diminution n'est pas suffisante. C'est ça que vous dites. Voilà, exactement. Donc, il y a eu un rebond post-Covid, parce que dans les années 2020, on a eu beaucoup de confinements, peu d'émissions provenant du transport, bien sûr, parce que l'activité économique qui est principal émetteur en France. Voilà. Ouais. Et on a eu un rebond en 2021, alors qu'il y a eu des déconfinements. Mais les émissions en 2021 sont quand même au-dessous du niveau de 2019 et s'inscrivent dans une trajectoire de long terme à la baisse. Autre bonne nouvelle pour cette année, c'est que on a 5 grands secteurs émetteurs en France et tous les secteurs commencent à diminuer leurs émissions. Pour certains secteurs, c'est bien établi. Pour d'autres secteurs, c'est encore plus fragile, ça reste à consolider. Mais quand même, on commence à avoir dans l'ensemble de l'économie des actions qui, probablement, portent fruit. Maintenant, le rythme de baisse en émissions est trop faible, il y a à peu près 2 fois trop faible. On a vu en millions de tonnes de carbone une diminution de 8 millions de tonnes de carbone par année. Il faut qu'on passe à 16 millions de tonnes de carbone par année d'ici 2030. Donc, c'est 2 fois plus vite, 2 fois plus. C'est possible, mais c'est beaucoup. Donc, la marche est haute. Donc, c'est pour ça que l'on appelle un sursaut de l'action en France. Alors, vous écrivez dans le rapport qu'il y a des risques majeurs de ne pas atteindre les objectifs fixés par la France pour la réduction des gaz à effet de serre qui persistent. Où est-ce qu'ils sont concentrés, ces risques, aujourd'hui, pour vous? Ils sont en fait partout dans plusieurs secteurs émetteurs. Donc, on a des gros risques au niveau du transport, la mobilité, 30% de nos émissions. Où on commence à voir percer la voiture électrique, qui est incontournable, en fait, pour réduire les émissions. Mais on ne voit pas encore, au niveau de l'ensemble des territoires, au niveau de l'ensemble de la France, une offre de transport partagé, un engouement pour le transport actif, la mobilité, la marche, le vélo, qui serait nécessaire à réduire, en fait, la demande en transport et en même temps, pour appuyer le passage aux véhicules électriques, le développement des infrastructures de recharge et un appui au coût à l'achat qui existe, mais qui a besoin d'être encore plus répandu. Donc, on a là, déjà dans le secteur en transport le plus important, un grand pas à faire. On a aussi dans le secteur du bâtiment où les émissions qui proviennent du chauffage, en particulier le chauffage au gaz, qui sont très, très importantes. On fait beaucoup d'actes de rénovation, mais très peu d'actes de rénovation globale profonde qui nous permettent vraiment de réduire notre demande énergétique provenant du chauffage. Donc, on voit dans tous les secteurs émetteurs trop peu d'actions, pas assez de planification à long terme au niveau requis, pas assez de planification de visibilité au niveau du financement qui permettrait d'avoir des financements privés sur le long terme, des investissements privés. Et du coup, ça fait qu'on a des actions, mais en fait, elles ne nous permettent pas d'atteindre le niveau attendu. Alors, sur la question des logements, je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a vraiment une question très importante par rapport à ça aujourd'hui en France. Il y a 12 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Et vous dites que, par exemple, l'éradication des passoires thermiques reste mal accompagnée avec des réglementations et des aides inadaptées. Et pourtant, en fait, le gouvernement dit qu'il y a eu 650 000 rénovations thermiques en 2021. Ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir ce décalage-là ? Oui, c'est vraiment du fait qu'on fait un grand nombre de rénovations, mais pas de rénovation ou peu de rénovation profonde. Donc, on va changer une fenêtre. Et donc, quand on change une fenêtre, ils considèrent que c'est une rénovation thermique. Oui, voilà, exactement. Donc, du coup, il y a beaucoup d'actes, mais pas suffisamment de planification sur l'ensemble du bâtiment. Donc, il faudrait, pour l'ensemble des bâtiments, avoir une feuille de route. En fait, de la même façon que quand on construit une maison, on a un architecte qui regarde l'ensemble de la maison, qui coordonne tous les actes qui sont faits pour qu'à la fin, on ait une maison qui se tienne. Il faudrait, lors de la rénovation thermique du bâtiment, avoir justement un maître d'ouvrage, un architecte qui fasse une planification d'ensemble de rénovation profonde du bâtiment. Et là, on peut faire les actes un à la fois,
mais dans une perspective d'arriver jusqu'au bout de la rénovation pour vraiment avoir le gain d'ensemble à la fin. Oui, et d'avoir une rénovation thermique performante. Parce que je lisais une interview de Vincent Legrand, qui est directeur de Doremi, et qui disait qu'en fait, en réalité, il y avait seulement 40 000 logements qui avaient été rénovés de manière performante en 2021. Ça peut paraître un peu simple et évident comme question, mais je pense que c'est important de la poser parce que là, disons que c'est un discours un peu technique qu'on peut tenir là. Quelles seraient en fait les conséquences si le gouvernement n'écoutait pas vos recommandations et ne doublait pas le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Ouais, la France est un des pays émetteurs au niveau européen, un des leaders internationaux. Donc, si la France n'arrive pas à atteindre son niveau de baisse en émissions, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ne vont pas non plus y arriver. Et du coup, les conséquences climatiques peuvent être vraiment très, très sévères, très, très énormes. On a fait dans notre rapport pour la première fois cette année un survol des conséquences climatiques qui s'appuie sur le rapport du GIEC qui a été publié cette année, mais qui regarde pour la France, avec l'aide de Météo France, quels sont les impacts. Et en France, on voit des impacts très, très importants. Déjà, bien sûr, les vagues de chaleur et les températures extrêmes, ça, on le voit tous. On a vécu, exactement, on le voit, elles vont s'intensifier. Ça a des impacts aussi sur les sécheresses. Donc, les sécheresses à cause du moins de pluie, mais aussi la sécheresse des sols, très, très importante pour l'agriculture, donc qui affecte la performance de l'agriculture. On a un retrait des côtes dû à l'élévation du niveau de la mer. Quand on chauffe les océans, le niveau de la mer augmente et du coup, les côtes se retirent avec toutes les implications sur les infrastructures. Et dernier impact, les précipitations très, très intenses qui augmentent les risques d'inondation. Donc là, juste sur le territoire France métropolitaine, on a ces impacts vraiment très, très énormes. Et ces impacts vont continuer à s'intensifier tant que l'on n'a pas stabilisé le réchauffement climatique. Et justement, là, on ne parle pas de retourner en arrière. Il y a plein d'impacts qui sont irréversibles. Donc là, on parle de stabiliser le réchauffement climatique. Et pour faire ça, il faut que les émissions de gaz à effet de serre soient descendues à zéro au niveau global. Donc, la France, elle a les moyens de le faire. Elle a techniquement, elle a socialement, elle a les moyens d'agir au sein de l'Europe. Et du coup, on s'attend et on souhaite que la France, elle doit prendre le leadership international parce que c'est un des pays qui s'est industrialisé en premier, qui a justement les moyens de le faire. Donc, quand on aura une dynamique européenne qui pourra réduire ses émissions dans un contexte international qui suit et qui accompagne la France, on pourra en fait commencer à voir la trajectoire globale en émissions se réduire vers la neutralité carbone. Oui, parce que justement, c'est ce que recommande le GIEC, c'est de dire qu'il faut inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 3 ans, donc arriver à un pic pour ensuite redescendre jusqu'à zéro. Le plus rapidement possible. Alors justement, Elisabeth Borne, donc la Première ministre, a annoncé que le pays visait désormais une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030, alors qu'avant c'était 40%. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous satisfaisez au Conseil pour le climat? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? C'est absolument faisable. Ça s'inscrit dans la dynamique européenne. C'est l'objectif climatique de l'Europe qui est décliné à la France. Moins 50% sur les émissions qu'on dit brutes, donc les émissions qu'on met dans l'atmosphère, presque moins 55% quand on inclut les puits de carbone. Et donc, du coup, c'est faisable au niveau de la France. La France sera appuyée par les nouveaux instruments et les pratiques européennes, les financements européens, la réglementation européenne. Mais ça veut dire que la France, il faut qu'elle bouge très, très rapidement. Il faut qu'elle planifie ce changement de pente, cette accélération. Il faut qu'elle le planifie dans tous les secteurs de l'économie, dans toutes les régions, et qu'elle articule tout ça avec l'Europe. On parle beaucoup de l'atténuation du réchauffement climatique, donc le fait de réduire nos émissions, mais il y a aussi l'adaptation. Et là-dessus, vous dites que les politiques d'adaptation souffrent d'un manque d'objectifs stratégiques, de moyens, de suivi, et que la France n'est pas prête, en fait. Absolument, absolument. Donc déjà, les impacts du réchauffement climatique sont très, très régionaux. Les impacts qu'on voit dans l'ouest de la France sont différents de ceux qu'on voit dans le sud-est. Et on a très peu de priorités régionales par rapport aux impacts. Ils sont mal identifiés. Quand il y a des planifications, des investissements à long terme, c'est assez rare que l'on tient compte du climat de demain.
Et quand on regarde, par exemple, la façon dont on répond aux besoins de baisse en émissions, on a un objectif très, très clair, atteindre la neutralité carbone pour 2030 avec des objectifs intermédiaires. Quand on regarde l'adaptation au réchauffement climatique, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de trajectoire. Ce qu'on dit, c'est que oui, c'est une priorité, c'est important l'adaptation, mais c'est assez flou. Et du coup, quand vient le temps d'implémenter des politiques d'adaptation, on fait c'est un peu aléatoire. Donc là, il faut vraiment passer de la même façon que pour l'atténuation, on a des objectifs quantifiés. Il faut identifier les priorités. Il faut dire, pour ma région, là, la priorité, c'est de faire 1, 2, 3. Le risque d'inondation, voilà, par exemple. exactement. De regarder les politiques d'assurance, par exemple, pour voir comment est-ce qu'elles peuvent inclure le climat de demain, qui va payer, quelle est la responsabilité, et d'avoir une trajectoire avec des chiffres. Et ça, c'est un impensé de nos politiques publiques aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, oui. Par contre, le gouvernement doit revoir sa stratégie nationale bas carbone. Donc, ça, c'est en place pour le renouvellement de la stratégie. Et dans la nouvelle stratégie là, qui va commencer l'année prochaine, donc en 2023, le gouvernement doit intégrer l'adaptation. Et c'est à ce moment-là où on recommande au Conseil pour le climat de mettre justement des jalons, un calendrier avec des priorités régionales. Alors justement, on va parler de vos recommandations, puisque en fait, on parle ici d'une accélération du rythme de réduction des émissions qui n'a jamais été vue en France. Donc c'est aussi assez inédit. Et vous faites 4 grandes recommandations pour suivre cela. Donc je vous propose qu'on les prenne une à une pour les expliquer. Donc la première, c'est le fait de décliner de manière opérationnelle la planification écologique au niveau du Premier ministre. Pour chaque ministère et à l'échelle des territoires. Est-ce que ça, vous avez l'impression que pour le moment, la façon dont est en train de s'organiser cette planification écologique, qui jusqu'alors était quand même assez floue, est-ce que vous avez l'impression que ça en prend la voie dans l'organisation? Oui, c'est un bon début. C'est d'ailleurs, ça suit des recommandations qu'on a faites par le passé. Mais le fait d'avoir ramené la responsabilité sous la première ministre, c'est le début de l'organisation. Il y a un secrétariat général de la planification écologique derrière. Donc, il a besoin des moyens, il a besoin des pouvoirs d'injonction, il a besoin d'avoir un calendrier d'action, des rencontres interministérielles, il a besoin d'avoir des feuilles de route par ministère. Donc, le gouvernement avait publié l'année dernière 3 feuilles de route par ministère qui étaient aussi une façon de décliner la politique nationale par ministère. Mais ces feuilles de route ne démontraient pas clairement qu'elles allaient atteindre les objectifs. Elles montraient clairement qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait des choses en place, mais pas qu'il y avait suffisamment d'actions. C'est vraiment toujours ça le problème identifié. Est-ce qu'on en fait assez? On en fait beaucoup? Est-ce qu'on en fait assez? Et est-ce qu'on sait dire si on en fait assez? Donc là, le secrétariat de la planification écologique va devoir justement mettre toute cette articulation en place, pareillement avec les régions. Les régions ont leur propre stratégie, mais c'est mal coordonné au niveau des calendriers. Ils sont en retard par rapport aux objectifs parce qu'à cause des calendriers passés. Donc, il faut que tout ça, ça converge vers cet objectif national. Et dernier point, il faut avoir une programmation du financement sur plusieurs années parce qu'on a vraiment besoin d'avoir ces investissements privés. Il y a des investissements à faire dans les infrastructures, dans les filières. Et ces investissements, les investisseurs, les entreprises, les ménages même, ont besoin de voir qu'on aura des investissements sur le long terme. On y va vers la neutralité carbone. Ça ne va pas changer dans le prochain gouvernement. C'est vraiment une trajectoire de long terme. Et pour ça, pour encourager les investissements privés, le gouvernement a besoin vraiment de montrer très, très clairement la direction. Et pour le moment, cette direction, donc, elle n'est pas encore tout à fait claire. Elle n'est pas suffisamment claire pour l'ensemble des acteurs. Et est-ce que les membres du Haut Conseil pour le climat vont accompagner aussi le gouvernement ou rencontrer le gouvernement pour expliquer justement les grandes conclusions de ce rapport Oui, tout à fait. Donc, on a été reçus lors de la remise de notre rapport par la première ministre et par 3 ministres aussi qui l'accompagnaient. Donc, on a été reçus pour déjà expliquer les conclusions du rapport, le constat, les recommandations.
et aussi pour entendre leurs perspectives, là où il y a des obstacles. Les obstacles, l'articulation avec les régions ressort beaucoup, par exemple. Comment est-ce qu'on fait? On a des politiques nationales. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde sache bien qu'est-ce qu'on attend d'eux, que nous, on comprenne bien où sont les obstacles et pour encourager les forces de chaque région. Alors, votre deuxième recommandation, c'est de renforcer les objectifs et les mesures au plan national en rapport avec le niveau d'ambition des objectifs européens pour 2030. Donc, l'Union européenne a décidé d'un objectif moins 55% d'ici à 2030. Est-ce que, au regard de ce qu'on disait tout à l'heure sur justement la nouvelle annonce d'Elisabeth Borne sur le fait que la France atteigne les 50%, pour vous, ça, c'est en bonne voie? À l'heure actuelle, les mesures qui ont été mises en France, en place, vise le moins 40%. Donc, clairement, on n'est pas au moins 50% à l'heure actuelle. Donc, on a eu une loi qui a été adoptée l'été dernier, la loi Climat Résilience, qui a des calendriers, qui a des niveaux visés par les différents secteurs qui sont, à l'heure actuelle, insuffisants. Donc, il faut que, justement, le gouvernement revoie les calendriers, revoie les niveaux pour renforcer, accélérer les actions. Par exemple, au niveau de l'agriculture en particulier, où on a une trajectoire à l'heure actuelle pas très ambitieuse, la trajectoire avec les nouveaux objectifs de 2050 serait beaucoup plus forte. Donc, il faut vraiment accompagner les actions. Il faut que les incitatifs, les subventions, les financements du gouvernement, il faut que tout ça encourage justement des usages qui soient soit sobres, soit des usages qui soient électrifiés pour réduire les émissions. Parce que vous parlez, oui, de donner la priorité à la sobriété, au déploiement des énergies renouvelables, l'évolution des pratiques agricoles, alimentaires, donc la réduction de la consommation de viande, du gaspillage, la limitation du chauffage dans certains bâtiments, mais aussi le contrôle de la publicité, qui encourage les usages très carbonés. En fait, tout ça est quand même très en lien avec les mesures que proposait la Convention citoyenne pour le climat et qui ont été un peu détricotées dans la loi climat de l'avis de beaucoup d'institutions. Oui, il y a des mesures. Les mesures de sobriété en particulier sont très peu utilisées à l'heure actuelle par le gouvernement. Et là, on parle de sobriété des infrastructures, de sobriété des usages, de sobriété structurelle. En fait, la sobriété, c'est pas un mot très, très populaire, en fait. On n'aime pas parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais en fait, c'est vraiment le fait d'avoir des choix qui soient sobres en carbone, en fait. Par exemple, au niveau de la mobilité. À l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur la voiture individuelle, voiture très, très grosse, qui est surdimensionnée par rapport aux usages. Pourquoi? Oui, parce la vente que des SUV a explosé. Voilà, exactement. On a des choix, on a toujours une publicité très, très riche en grosses voitures. On nous offre des choix très, très carbonés, en fait, qui ont un impact très, très important. Et de l'autre côté, on a très peu d'alternatives. Donc, la sobriété structurelle dont on parle là, c'est vraiment d'encourager déjà d'élaborer l'offre en choix, donc les lignes de train régionaux en particulier, les options de transport partagé, et de réduire les choix qui sont très, très émissifs. Donc, au niveau des publicités, par exemple, mais aussi au niveau de la réglementation de la production des appareils qui sont très, très émissifs. Par exemple, des appareils qui fonctionnent quand on ne les utilise pas, des buildings qui sont des bâtiments qui sont éclairés quand il n'y a personne dedans ou des pièces qui sont chauffées quand il n'y a personne dedans. Mais tout ça, ça change de manière structurelle. Certaines choses peuvent se changer de manière technique, mais beaucoup de pratiques ont besoin d'être accompagnées par des réglementations et par un changement de l'attitude en général. Oui, c'est très en lien avec ce que dit le dernier rapport du GIEC qui explique qu'il faut accompagner la sobriété avec des politiques publiques transversales, donc ne pas faire peser cette sobriété sur les ménages, mais de juste leur offrir un maximum de choix pour qu'ils puissent moins polluer sans que cela pèse sur eux. Il y a beaucoup d'appels, il y a eu plusieurs appels ces dernières semaines sur le fait justement de reprendre ce plan de la Convention citoyenne pour le climat. Jean Jouzel en a parlé aussi à Emmanuel Macron quand il l'a rencontré. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous recommandez avec le Conseil pour le climat? Nous, on recommande plutôt au gouvernement de se pencher sur ces mesures de sobriété structurelle, de réfléchir
avec l'ensemble des acteurs dans chaque secteur pour voir où sont les opportunités structurelles. Bon, il y a eu des bonnes idées à la Convention citoyenne pour le climat, mais pas que. Il y a plein d'autres bonnes idées ailleurs. Ça fait partie du travail de réfléchir aux options que l'on a et de choisir parmi ces options lesquelles on veut mettre justement en évidence et en place. Les choix structurels aussi, il faut dire, elles ont plusieurs avantages. Déjà, elles permettent de réduire l'utilisation de la demande en énergie, donc l'importation de gaz. Elles ont aussi des implications positives pour la société, pour la guerre, par exemple, en Ukraine. Elles permettent aussi de réduire les coûts. Donc ça, on le voit peut-être moins, mais au niveau de l'usager, quand on a des infrastructures qui marchent pas toutes seules, du coup, ça coûte moins cher. Justement, c'est votre troisième grande recommandation, c'est d'accompagner cette transformation vers une économie bas carbone et qui résiste aux chocs externes en tenant en compte des enjeux de transition justes, donc avec des dispositifs d'accompagnement, de réduction des inégalités. Aujourd'hui, pour vous, ça, c'est pas cette prise en compte des inégalités sociales dans les politiques climatiques, on n'y est pas encore? On n'y est pas systématiquement. Et c'est vraiment une condition. Une condition pour l'acceptabilité des mesures, c'est que les ménages voient que tout le monde s'y met, qu'on s'y met de manière proportionnelle à ses capacités, à ses revenus, à ses options. Et là, du coup, on a besoin de faire en sorte que toutes les mesures qui sont mises en place regardent vraiment bien ces dimensions de transition juste. En plus, donc ça, c'est vraiment une condition à l'action, surtout à l'action si on accélère l'action, quand on va accélérer l'action. De plus, on a toute une dimension de préparer l'emploi. Oui. Produire une voiture électrique, c'est pas pareil que de produire une voiture thermique. Donc, on a besoin déjà de regarder notre marché de production, de s'adapter aux nouvelles opportunités et de réduire celles qui ne seront pas dans le marché de demain. Ça s'anticipe. On a besoin de préparer le marché, on a besoin de faire des reconversions, on a besoin d'ouvrir des nouvelles usines pour produire, par exemple, les batteries, pour préparer le recyclage des batteries pour les véhicules électriques. Donc, on a besoin de préparer l'ensemble de la société pour réduire les obstacles le plus possible. On parlait de rénovation énergétique du bâtiment tout à l'heure. Un des plus gros obstacles de la rénovation énergétique du bâtiment, c'est la préparation de la filière. Parce que c'est le manque de main-d'œuvre. Voilà. Pour vraiment faire des rénovations profondes sur le long terme. On a 36 millions de logements en France. Ça fait beaucoup. Ça fait un gros marché. Il faut que les écoles suivent derrière aussi. Oui, on peut citer aussi l'exemple de l'agriculture où il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans quelques années. Et pour le moment, la relève n'est pas encore là non plus. Absolument. L'agriculture, le renouvellement des forêts, le stockage de carbone dans les sols, tout ça demande des nouvelles connaissances, des nouvelles pratiques. Il faut former la main-d'œuvre. Il faut que les financements encouragent justement les pratiques qui permettent de stocker du carbone dans les sols. Les forêts dépérissent. On montre dans notre rapport qu'on a des puits de carbone qui ont vraiment beaucoup diminué entre 2013 et 2019, en partie à cause de la réponse au réchauffement climatique et en partie à cause de trop de prélèvements. La gestion de la forêt doit se faire bien réfléchie avec une main-d'œuvre préparée d'avance et dans une trajectoire où on veut justement stocker de plus en plus de carbone dans les sols pour avoir une forêt vigoureuse avec beaucoup de biodiversité et qui fait son travail de forêt, de produire du bois. On peut l'exploiter tant qu'elle grossit. En fait, dans la situation actuelle où elle dépérit, ça ne va pas du tout. Alors, votre quatrième grande recommandation, c'est le fait de remobiliser la diplomatie climatique française à la lumière des nouveaux enjeux géopolitiques. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui. En 2015, la France, elle a été merveilleuse de mettre en place l'accord de Paris au niveau international qui a permis vraiment aux pays de venir ensemble, d'arriver ensemble. Et là, on a un accord de Paris qui fonctionne, qui a permis aux pays de revenir ensemble, mais on a des tensions internationales énormes avec la crise de la COVID-19, avec la guerre en Ukraine, avec toutes les tensions géopolitiques qui existent à l'heure actuelle. On voit mal à l'heure actuelle les pays s'engager de manière très prononcée
vu les instabilités globales et les priorités qui sont vraiment au niveau de la santé. Il faut bien voir que la réponse au réchauffement climatique, c'est une réponse globale qui doit augmenter justement la cohésion internationale et non pas la fragmenter. Et on a les pays riches qui ont fait des engagements envers les pays en voie de développement de financer une partie des actions. Ces engagements n'ont pas été rencontrés encore. C'est ce qui a été dénoncé notamment pendant la COP26. Voilà, exactement. Et les pays se sont engagés à revenir cette année, à renforcer leurs objectifs. Donc là, ça sera fait dans le cas de la France, vu le rehaussement des objectifs français et européens, mais aussi à rehausser leurs engagements face aux pays en voie de développement, mieux soutenir l'adaptation. Et on a besoin d'une remobilisation du coup du réseau diplomatique français, pratiquement au même niveau qui avait été mis en place pour la COP de Paris, qui a mené à l'accord de Paris qui sous-tend les actions au réchauffement climatique au niveau international. Donc ce que vous dites, c'est que finalement la France peut devenir une sorte de leader diplomatique sur ces questions climatiques aujourd'hui. Absolument, absolument. Et elle peut. Et du coup, du fait qu'elle a réussi justement à mettre cet accord de Paris en place, elle a la crédibilité qui est associée à cet accord. Il y a des actions en place en France, il y a une planification en place en France, on augmente le niveau de l'action. Donc la France, elle peut vraiment aider au niveau international à engager un ensemble de pays très importants pour justement rencontrer au minimum les engagements qui ont déjà été faits et accompagner les pays en voie de développement dans l'esprit encore d'une transition juste, mais cette fois entre pays du Nord, pays du Sud en gros. Dernière question, on a parlé là justement d'un changement, d'une transformation de la société sans précédent, avec encore beaucoup d'impensés. Donc c'est un effort qui est énorme en fait, qui reste à faire. Quel espoir est-ce que vous avez que dans votre prochain rapport, vous puissiez dire la France est dans les clous? Dans les clous, c'est dur à dire parce qu'un an, c'est pas beaucoup. En fait, ce que je voudrais, ce qu'on voudrait en tout cas sur la bonne direction. Sur la bonne direction, là, je pense que oui. Avec tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'on a attendu de la part du gouvernement, clairement, il va y avoir des avancées cette année aussi par rapport au niveau européen où ça avance beaucoup. Maintenant, est-ce que ça sera des avancées suffisantes pour vraiment nous amener sur la bonne trajectoire? Là, ça reste à voir. Ça dépend justement du poids politique des décisions qui vont être prises et de l'engagement de l'ensemble de la société et si le gouvernement va réussir justement à dynamiser les actions au niveau de tous les territoires, de tous les filières et de l'ensemble de la société. Mais pour vous, est-ce que pour vous, les éléments aujourd'hui, tout est là pour que ce soit fait? Absolument. Absolument. On a toutes les solutions, on a toutes les options, on sait quoi faire, on sait aussi pour beaucoup d'actions comment les mettre en place. Ce qu'on a surtout, c'est des obstacles politiques, des obstacles sociaux. On a un manque de cohésion au niveau de la nation qu'on peut mettre en place. Et donc, ça reste à voir là si ça pourra se faire déjà cette année. Donc, il n'y aura plus d'excuses finalement pour ne pas agir. Voilà. Merci beaucoup, Corinne Lecarré, d'être venue Merci sur à Blast. vous. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin en description de cette vidéo. Pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre où nous en sommes concernant l'action climatique de la France, prenez s'il vous plaît un moment pour partager cette vidéo autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous le rappelle, si Blast existe, c'est uniquement grâce aux dons et aux abonnements. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. Et petit message de service, nous invitons nos soutiens KissKissBankBank, dont l'abonnement est arrivé à expiration, à se réabonner aussi sur notre site. C'est important. À très vite sur Blast.